bonjour à tous. Enrique, on est ravis de vous accueillir. Donc, première table ronde de la journée après le speech de présentation de Nicolas sur un sujet finalement éminemment important qui est celui de notre modèle face au réchauffement climatique. Sujet qui sera l'alpha et l'oméga de la journée puisque avant le discours de clôture, on aura une autre table ronde sur l'éco-conception. Donc, vous venez de sortir un livre qui s'appelle « Et si on consommait mieux ?» On remarque que ce n'est pas une question, donc ça sonne un peu comme une injonction. La première question, pourquoi ce livre? Pourquoi vous, en tant que PDG de la FNAC, vous l'avez écrit? Et surtout, à qui vous l'avez écrit? D'abord, bonjour à tous et merci à Nicolas d'avoir eu l'audace de m'inviter à votre forum digital. C'est un des raisons, c'est celui-là parce que j'ai sorti un livre. Donc, vous avez une des raisons pour lesquelles j'ai fait un livre, c'est avoir l'opportunité de toucher plus de monde sur un vie personnelle et aussi de notre groupe, d'aller plus loin sur un modèle de consommation plus responsable, mettre en valeur le travail et l'engagement de mes équipes, et aussi ouvrir pour une conscience collective pour que tout le monde, chacun dans son domaine de compétences, il puisse, au-delà de la régulation, aussi faire un pas pour trouver un modèle plus équilibré des consommations, des vies collectives, etc. Donc voilà pourquoi j'ai voulu faire. Après, c'est un engagement personnel aussi. Quand on fait un livre, on s'engage au-delà de nos responsabilités dans nos vies du quotidien. Donc c'était pour moi aussi un défi personnel que j'ai relevé avec beaucoup de plaisir. Et vous l'adressez vraiment à tout le monde, à chaque citoyen lambda, ou plus particulièrement à certains aussi dirigeants pour qui réfléchissent et prennent des décisions derrière? Je dirais que c'est pour le monde. C'est pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Après, c'est un livre qui évidemment s'intéresse beaucoup plus à des personnes, d'abord mes collaborateurs, je pense qu'ils sont beaucoup qui l'ont eu et l'ont lu. Et aussi, je pense que dans notre métier, dans le monde qui tourne autour de comment les entreprises peuvent avoir un rôle important dans la transformation de nos sociétés face à un défi climatique qui fait ses marques. Moi, je suis valenciano, moi, je suis de Valence. Donc, vous imaginez bien, je n'ai pas fait ces livres en pensant que... mais en fait, ce n'est pas la première fois que ça arrive, et ça arrive de plus en plus fréquemment, que les dérèglements climatiques, ce n'est pas quelque chose qu'on dit qui va arriver dans 50 ans, puis dans 30. En fait, ça arrive, c'est arrivé. Et donc, on ne peut pas dire non plus, c'est comme la dette. La dette, on ne peut pas la prolonger à vie parce que quelqu'un va la payer. La réalité, c'est que ça aurait été beau de dire que quelqu'un va la payer, mais en fait, on va la payer dès maintenant. Les dérèglements climatiques, c'est exactement les choses. Les coûts pour la société, les coûts économiques du règlement climatique aujourd'hui, il est probablement beaucoup plus important du coût de la transformation qu'on doit faire pour l'éviter, au moins pour les minorer. Donc, ce n'est pas une question aujourd'hui des choix. En fait, il n'y a plus de choix. La question, c'est de trouver les schémas pour y arriver dans une espèce d'ordre social qui ne met pas les personnes des côtés, qui peut amener sur une certaine évolution de nos modèles de vie. Et alors justement, dans ces choix qu'on doit faire, le titre c'est « Et si on consommait mieux ?» Est-ce que, de manière sous-jacente, il faut entendre « Et si on consommait moins » Ça commence par M, mais ce n'est pas exactement les mêmes mots. Par contre, ça peut avoir une incidence sur les volumes, effectivement, parce qu'un des axes, c'est écrit dans le livre, mais aussi dans nos quotidiens, c'est la réparation. Je pense qu'on va en parler. Évidemment, si vous réparez, vous faites un choix de ne pas jeter à la première incidence, donc vous allez réparer et garder vos produits plus durablement. C'est peut-être en conséquence sur les volumes. Mais peu importe, parce que finalement, les marchés aujourd'hui, c'est structuré sur une croissance des volumes avec finalement un modèle économique qui fait que c'est beaucoup plus attractif économiquement pour les entreprises et pour les consommateurs jeter que réparer. Donc c'est une folie, c'est une inversion totale des modèles. Si on revient il y a 50 ans, quand les choses avaient en valeur, les valeurs intégraient les coûts de la production, mais aussi les coûts de la durée de vie. Il faut venir à un modèle qui est beaucoup plus équilibré. Ça aura pour conséquence probablement construire, fabriquer des produits de meilleure qualité, pas forcément beaucoup plus chers, mais par contre faire un effort pour qu'on puisse les garder le plus durablement possible. Et alors, en dehors de ça... Et quand je dis ça, et c'est important que je l'ai dit, je ne suis pas naïf,
J'ai un groupe, c'est 25 000 personnes qui dépendent de notre modèle économique. La décroissance, pour nous, ce n'est pas un choix. Par contre, une croissance différente et responsable, c'est notre choix. Ça veut dire aussi que si on met en avant cet avantage compétitif et on dit aux consommateurs, nous, on sait faire des choses que beaucoup des concurrents ne font pas parce qu'ils ne sont pas l'axe, parce qu'ils ne sont pas les équipes, parce qu'ils ne sont pas les compétences. Mon souhait, c'est gagner beaucoup plus de clients. Donc peut-être les clients ils vont consommer moins individuellement, mais moi, en tant que chef d'entreprise, mon souhait, c'est gagner des clients. Voilà, donc les deux choses, dans ces sens, sont compatibles. Un modèle économique soutenable pour investir énormément d'argent sur la formation des équipes, sur les compétences, sur un modèle économique qui est en changement, mais en même temps, une volonté de faire ça notre beaucoup plus forte arme de conquête et rétention des clients. Et donc justement sur cette troisième voie que vous définissez justement dans le livre entre la consommation, le modèle actuel de notre consommation et la décroissance que vous refusez, ce discours que vous tenez, est-ce que vos actionnaires directement sont d'accord avec vous quand vous leur en parlez dans la discussion? Comme ce n'est pas nouveau, si quelqu'un a décidé, on est coté, donc nos actions, ça s'achète et ça se vend dans les marchés tous les jours. S'il y a quelqu'un qui a décidé de devenir actionnaire de Fnac Darty, c'est parce qu'il pense que ces modèles, ça les convient. Et il y a une logique, il y a une vision forte, il est porté par des équipes avec beaucoup de brio et des talents. Et donc s'ils le font, je n'ai pas besoin de les convaincre parce qu'on ne va pas changer les modèles. C'est notre modèle qui a été décliné en plein de stratégie, communiqué, je dirais un peu jusqu'à la saturation partout, à chaque fois qu'on prend la parole. Donc c'est notre modèle, nos actionnaires, ils nous accompagnent et ils n'ont pas de choix. D'accord, c'est à eux de s'adapter. Non, mais c'est pas s'adapter, vous avez dit, vous venez de vous marier avec quelqu'un, si vous allez vous marier avec des associations, c'est parce que les uns et les autres, vous avez retrouvé. Après, si Nicolas il dit, bon, là on est mariés, là on va changer les statuts, là tu vas payer les doubles, on ne change rien. Donc ça veut dire qu'il y a une continuité, il y a une logique. Donc on fait des choix volontaires. Après, prenez bien, je pense que le modèle du retail et beaucoup des sortes d'entreprises, je ne sais pas s'il y a beaucoup des collègues du retail, je vois Thomas, il y a d'autres. Le retail, c'est une activité qui touche à la fois des millions et des millions de personnes, mais qui n'est pas particulièrement ni porteuse, ni attractive pour les investisseurs. Donc les rares qui sont toujours chez nous, ils comprennent qu'on est en train de faire une transformation forte, donc ils ont envie de nous aider à transformer. Alors dans le livre, vous donnez beaucoup d'initiatives, des initiatives de Fnac Darty, mais aussi d'autres acteurs. Donc chez Fnac Darty, vous en avez lancé plusieurs. Est-ce que vous pouvez nous dire une ou deux qui vous ont vraiment marqué ou dans lesquelles vous portez beaucoup d'espoir? On fait beaucoup de projets déjà, on a beaucoup d'équipes avec beaucoup d'idées, dur à arbitrer à chaque fois. Mais je dis deux. Un, il y a quelques années, on a décidé d'ouvrir complètement la richesse des données du groupe sur un métier qui est très, très technique pour nous, c'est la réparation. On répare des millions de produits, entre 1,5 million en 2019, 2,5 millions. Donc on a une base de données des clients et des produits qui est unique au monde, parce qu'il est multi-produits, multi-fournisseurs et qui dure. Et on a décidé de les rendre publics et les transformer en des baromètres et des indicateurs pour l'industrie et pour les consommateurs. Voilà, c'est un projet qui s'appelle le baromètre de SAV. C'est la 7e édition, c'est, je pense, inédit dans ces domaines. Et on est très fiers parce que ça crée une émulation, une compétence pour les marques pour devenir les meilleurs possibles. Sur des questions très simples comme la durée de vie des pièces détachées. Quelqu'un me disait l'autre jour, je suis très énervé parce que je me suis acheté je ne sais pas quoi, et 3 ans après, moi je suis capable de réparer tout, mais il n'y avait plus de pièces, j'ai dû les jeter. Typiquement ça, c'est ce qu'on a voulu s'attaquer aujourd'hui, la durée de vie des pièces, des produits qu'on vend de nous, ça a passé autour des 2, 3, 4 ans à plus de 10. Il y a certaines marques qui sont même allées jusqu'à 15. Donc ça, c'était un des effets secondaires de cette compétition saine entre les marques. Et puis, du point de vue des transformations des modèles économiques, pour nous, c'était la création d'un abonnement par la réparation par abonnement. Je pense quelque chose qui n'existait pas et qui est en train d'être copié un peu partout, et tant mieux. Les freins à la réparation aujourd'hui, c'est évidemment les compétences et la disponibilité des techniciens, mais les coûts. Parce que si on revient à c'est plus simple, moins cher acheter que réparer, qui va réparer aujourd'hui? Donc il faut les rendre accessibles
et prévisible pour les consommateurs. Et donc le rendre dans ses choix, les faits de pouvoir réparer parce qu'on a confiance à la qualité de la réparation. Donc là, je pense que Darty est pour quelque chose. Mais aussi qu'un produit ne peut pas vous coûter 200 € à le réparer pour changer une pièce. Est-ce que ça peut arriver parce que les circuits des pièces d'achat est très cher. Donc on a décidé de faire un modèle par abonnement. On a plus d'1,5 million à la fin de l'année, donc on va continuer à progresser. Et c'est ça qui explique qu'on a passé de 1,6 million à 2,5 millions des produits réparés en 2023. Tout ce que vous décrivez, ce sont des initiatives de Fnac Darty. Il y a d'autres initiatives aussi sur le marché, dans d'autres domaines. Est-ce que pour l'instant, ces initiatives, selon vous, sont suffisantes? En d'autres termes, est-ce que ça suffit pour passer à l'échelle, ou est-ce qu'il faut absolument passer à l'échelle? Vous voyez comment ça va vite si on regarde les marchés de reconditionné. C'est impressionnant. Qui aurait dit à 5-6 ans que les consommateurs ils étaient si prêts à acheter et vendre autant de produits. On voit des plateformes, Vinted, Back Market, nous tous, on s'y met. Donc typiquement, dans les domaines de l'économie circulaire, il y a différentes manières d'y s'y prendre. Donc faire vivre les produits durablement, qu'on y sont eu pas une utilité pour les consommateurs, c'est quelque chose qu'on voit arriver, il prend une ampleur importante. Pour nous, encore une fois, comme nos produits, normalement, ne sont pas des produits que vous avez un usage temporaire, mais plutôt dans la continuité, l'axe le plus intelligent, c'est faire durer les produits plutôt qu'accélérer les renouvellements. Donc les produits reconditionnés, c'est intéressant, il faut trouver un modèle économique, on va faire... Je pense que cette année, on fera à peu près des 200 millions d'euros de chiffre d'affaires, ce qui commence à être intéressant. Mais le plus important pour nous, c'est trouver un modèle économique pour la réparation, donc les services. Et alors dans la question de généraliser aussi ces pratiques, il y a une question éminemment politique ou régulatoire. Alors vous n'êtes pas dirigeant, mais visiblement les candidatures sont ouvertes aujourd'hui. Si vous étiez ministre demain, ce serait quoi les 2-3 mesures que vous prendriez? Bon, écoute, ça c'est pas... On avait pensé... On avait pensé ça avant. Je pense que malheureusement, ministre, c'est pas assez. Il faut monter à la commission. Parce que c'est dans la commission dont beaucoup de choses se jouent aujourd'hui, notre industrie, qui est déjà très réglementée. En Europe et en France particulièrement, il se voit un peu malheureusement victime d'un marché unique et il est très déréglé sur plein de choses. Il y a des exemples au quotidien sur... On a essayé de mettre de l'ordre dans les marketplaces et finalement on trouve qu'il y a des pays en Europe qui ne jouent pas les jeux, ils font rentrer des produits en Europe sans payer des TVA, etc. Donc typiquement, moi je pense qu'il faut aller beaucoup plus loin. Il y a même une espèce d'initiative citoyenne pour mettre fin à ce type de dérives sociétales. Donc je pense qu'il y a une question de régulation. Je l'ai dit dans mon livre, en France on est très réglé, il y a des poids qui pèsent sur les entreprises qui freinent notre transformation. Ok, so what? On paye les modèles parce que c'est un modèle social qu'on aime, mais par contre, il faut que tout le monde paye au même niveau. Donc ça, je pense que c'est l'axe principal. Après, il y a des considérations sur le marché du travail, sur l'accès au marché du travail des personnes peu qualifiées on doit former pour les métiers de la réparation, mais peut-être pour les métiers du digital et autres. Aujourd'hui, à mon avis, un défaut énorme sur les filières de formation professionnelle. Il y a un vrai déficit entre la demande et l'offre. Et on se voit aujourd'hui avec des centaines d'offres d'emploi non couvertes. Quand on parle que les chômages, ça peut devenir un problème dans nos pays, on a beaucoup de difficultés à trouver des compétences. Et honnêtement, ce n'est pas pour des métiers précaires, mal payés. Ce sont pour des métiers très bien payés, très valorisés chez nous, par exemple. Donc je pense qu'il y a un sujet à voir sur faire venir plus de personnes au monde du travail, à nous de les rendre attractives et puis former mieux public et dans les privés. Établir des filières de réparation ou de travail sur la réparation des produits. Donc. Oui, on a un sujet, on a une bombe qui arrive. Il y a des prochaines 5 à 10 ans, il y a 30-40% des métiers d'artisans qui vont partir à la retraite. Tant mieux pour eux, ils les méritent. Le problème, c'est que qui prend la suite ? Vous allez appeler un jour pour quelqu'un pour faire une réparation chez vous, pas forcément dans le produit, mais imaginez quelque chose qui a besoin d'une petite compétence, un plombier, etc. Peut-être dans 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller en Chine réparer nos... Voilà, donc il y a un sujet, évidemment, des compétences et des formations.
Merci beaucoup, la petite musique démarre. Merci beaucoup Enrique pour cette présentation.